Le Club DV et Speed Action vous présentent le Studio DV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est reparti pour un nouveau numéro du Studio DV avec mon comparse et collègue Jean-Paul Piron. Là, je suis collègue. Oui, on est collègues maintenant. Bonjour Vincent. On n'arrête pas le progrès. Tu vas Vous bien ? êtes de nouveau en région liégeoise, on croit rêver, Jean-Paul. Je suis en région spadoise. Tableau. Province de Liège, malgré tout. Ah, c'est province de Liège. Ah, ouais, il fait encore plus froid que la fois dernière, mais je suis très heureux. C'est logique parce que ça monte quand on arrive ici. Je pense d'ailleurs louer une maison à l'année grâce à toi. Moi, je te tutoie. Voilà. Okay. Moi, j'ai le droit de tutoie facilement, je l'ai dit la dernière fois. Exactement. Allons-y. Nos invités pour cette émission, Christian Jupsin, DG Sport. Lui, il est promoteur, organisateur, responsable de team, etc. Il y aura matière, bien évidemment. On va principalement parler rallye, mais peut-être pas seulement d'ailleurs, Christian. Et puis Nigel Bailly à nos côtés qui a participé aux 24 heures du Mans, ce qui pour une personne à mobilité réduite, eh bien vous en conviendrez, est juste une grande et belle performance. Il a de l'actu. En plus, Nigel Bailly, il va passer du proto au GT. On en parle avec lui dans quelques instants. Avant cela, Christian, vous êtes avec vos multiples casquettes, dont celle de promoteur dans certains Crown All Belgian Rally Championship, l'appellation officielle du championnat de Belgique. Et force est de reconnaître, Christian, que ce n'est pas la plus mauvaise compétition à coacher parce que ça se passe bien pour le VRC. On ne doit pas se plaindre. C'est vrai que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ça fait seulement depuis un an que nous sommes entrés dans la promotion du championnat avec Alain Penas. On est assez complémentaires entre l'équipe de Chris Courtain et de Stevie qui font un super boulot en termes de production d'images, de diffusion. Ils font vraiment un super boulot. Alain s'occupe plus de la partie sportive et moi je m'occupe plus de la partie, on va dire, industrie, la partie marketing. Donc on fait une bonne équipe, on s'amuse bien et puis on voit qu'il y a des résultats derrière, un championnat qui se porte bien avec des returns en termes de médias assez impressionnants. Donc on est pour l'instant assez heureux. Christian, alors ça fait beaucoup de casquettes, c'est assez génial. Vous étiez sur la shortlist pour la direction du circuit de Francorchamps, pas trop déçu parce que vous n'auriez pas eu le temps de toute façon. Alors cette fois-ci, je n'étais pas sur la shortlist pour le circuit. Voilà, je l'étais la fois précédente et d'ailleurs j'avais terminé juste derrière Nathalie. Donc c'était assez comique la première fois où on s'est rencontrés avec Nathalie et on a fait du super boulot ensemble. Oui, on a super bien collaboré, elle a fait bouger les choses de manière assez impressionnante au niveau de la moto et comme nous on est quand même assez impliqués dans tout ce qui se passe en moto sur le circuit de Francorchamps. Non, déçu sûrement pas, chacun à sa place et je trouve que le directeur qu'ils ont choisi est vraiment le style de personnage qu'il faut à l'heure actuelle au circuit. Donc je pense qu'il va faire un très bon travail. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais je pense que vu son profil, c'est ce qu'il faut pour le circuit. Ouais, c'est ce que vous nous disiez juste avant qu'on entame l'enregistrement de cette émission. C'est une personne idéale quant à son profil. Il fallait un gestionnaire, clairement. Il faut un gestionnaire, oui, parce que le challenge est important. Il y a quand même beaucoup de nouvelles choses au circuit. Il y a quand même pas mal de paramètres à gérer. Donc il faut vraiment un gestionnaire qui a les pieds sur terre, qui a des bonnes relations au niveau politique. Je pense que c'est ce qu'il a. En étant chef de cabinet de Pierre-Yves Géolet, il est tout à fait évident qu'il a toutes les connexions. Et je pense qu'il a vraiment toutes les armes pour faire un super directeur du plus beau circuit du monde. Alors, être organisateur de rallye aujourd'hui, vous le dites, c'est passionnant. Vous faites une très bonne équipe avec vos camarades. C'est encore possible d'organiser des rallyes ? C'est de plus en plus compliqué. Et je le dis souvent, je tire mon chapeau aux structures clubs qui organisent de manière bénévole ce type d'épreuve, parce que c'est vraiment compliqué. La partie administrative est vraiment lourde. Chez nous, on a la chance finalement, en organisant pas mal d'événements toute l'année, d'avoir une équipe fixe avec chacun à son job et on arrive à s'y retrouver. Mais c'est vrai que ce n'est vraiment pas simple. On se dit souvent, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour commencer à faire Tout est compliqué. C'est incroyable. On est parfois pas vraiment soutenu par les forces vives en présence, donc c'est parfois compliqué. Parfois, ils sont vraiment là pour nous aider, donc c'est vraiment pas simple. Franchement, tous ces paramètres. Et puis, quand on se présente quelque part dans l'air du temps, j'organise des courses de sport mécanique.
on pollue, on fait On du n'est pas bruit. toujours populaire. Pop, 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 on n'est pas vraiment dans... Même dans des régions comme celle-ci, on ne se rend pas compte que ça fait partie du patrimoine culturel, parce que la voiture, c'est quand même également une culture, un employeur, et que ça génère des retombées financières énormes. On n'en est pas plus vraiment conscient. Alors, c'est vrai que on organise le Spa Rally, Oui. la région de Spa, il y a de l'histoire. Donc là, on sait quand même se reposer sur une culture du rallye. Les boucles de Spa avaient leur place. Bien sûr. Ça parle à tout le monde, donc ça aide. On organise d'autres rallyes qu'on organisera dans un mois et demi. Le South Belgian Rally à Vresse-sur-Semois, c'est une région magnifique. On n'a pas de problème de riverains. Par contre, il n'y a pas de culture. Donc on se rencontre un moment quand on va démarcher pour avoir des partenaires, c'est plus compliqué. Parce que, Oui, ils disent, c'est quoi? mais à quoi venez-vous? Alors que quand on leur explique, finalement, ils disent oui. Et ça, c'est année 2 et on voit que ça va déjà beaucoup mieux. Donc il faut créer cette demande finalement et profiter de ce paysage exceptionnel parce que c'est un terrain de jeu magnifique. On peut revenir sur votre casquette d'organisateur et c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux les commentaires, la critique est facile, hein, il y en a pas mal qui dégomment en 2 temps 3 mouvements, ah ça aurait pu être mieux comme ça, comme ça, comme ça. Organiser un rallye, c'est pas s'y prendre 3 semaines avant, bien évidemment. Lorsqu'une édition du Spa Rally ou du South Belgian Rally est terminée, on attaque déjà la suivante. On essaye de le faire, de partir vraiment, de prendre 12 mois pour organiser un rallye. C'est parfois compliqué, mais c'est vrai qu'on essaie de s'y prendre de plus en plus tôt parce qu'il y a tellement de rebondissements en termes d'autorisation principalement. Donc on s'y prend de plus en plus tôt. Alors pour ce qui est des commentaires négatifs, la meilleure chose c'est de ne pas les regarder, de ne pas les lire comme ça. Et ne pas y répondre. Et ne pas y répondre, surtout. Tous les journalistes ne sont pas sympathiques. Hein. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain extrêmement glissant, mon cher Jean-Paul. Ça n'a pas. On recevra tout à l'heure Martin Ginaro. Bien évidemment. Voilà. Mais lui, il est encore gentil. Hein. Ça, Oui, enfin, oui, il faut oui. dire qu'on le cadenasse, hein. Pas mal. Oui, il a eu Van Vliet au départ, il est tombé sur moi, pas de chance, et il collabore avec toi et moi maintenant. Ouais, c'est presque un miracle d'ailleurs. C'est presque un miracle à ce niveau-là, forcément. Nigel Bailly, ben voilà Nigel, lorsque vous étiez jeune, eh bien, votre vie elle a pris un virage qui n'était pas nécessairement attendu. Vous étiez plutôt branché moto, je pense vous aussi à l'époque, et ça a changé votre manière de voir les choses. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la raison pour laquelle Nigel ne s'assied pas toujours dans ce fauteuil-ci, il a notamment des petits trous avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé Nigel ? À l'âge de 14 ans, malheureusement, ma vie a complètement basculé. Je me suis retrouvé en chaise roulante. Un accident ? Paraplégique. Accident de motocross, effectivement. Motocross. Et puis, voilà, la vie continue avec d'autres défis, 4 roues, qui plus est, au propre comme au figuré, mais c'est que du bonheur, que du positif. Donc, on y va avec acharnement. Fighting spirit, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est comme ça qu'on peut résumer. À partir du moment où on se retrouve du jour au lendemain dans une petite chaise, est-ce qu'on se dit à ce moment-là, bon, j'ai quand même trouvé quelque chose ou il y a quand même un temps de latence avant de retaper une vitesse ? Je dirais que, étant donné que j'ai eu ça dès mon plus jeune âge, donc à 14 ans, j'étais en pleine adolescence, donc forcément les événements qui se suivent sont totalement différents, on appréhende une autre vie. Donc moi, forcément, j'étais aux études à l'époque, donc loin de m'imaginer de pouvoir faire du sport automobile. J'ai commencé le sport auto à l'âge de 27 ans, parce que je n'avais pas trouvé de travail après mes 2 bacheliers. Et puis, voilà, pour moi, c'était mon plus grand rêve, c'était de faire du sport automobile à bas niveau, au niveau amateur. Et puis, de fil en aiguille, les choses ont quelque peu évolué. Ouais. Tu sais, Nigel, ce que je pense, respect, profond respect. Et je crois que ce que tu sous-estimes, c'est la bouffée d'espoir que tu donnes à des jeunes, à des moins jeunes, à des plus vieux comme toi qui ont un problème de mobilité, non pas dans leur tête, mais dans leur corps. Et tu fais des choses extraordinaires. Alors, parle-nous un peu de ces 24 heures du Mans. La filière, raconte-nous un peu, parce que là, tu as dû avoir des étoiles dans les yeux. On te suivait évidemment sur les réseaux. Moi, je n'étais pas au Mans, mais fabuleux, non ? C'était une aventure extraordinaire, c'était grisant, c'était grandiose. On a vécu une quinzaine du Mans incroyable, certes un peu différente que les autres années, puisqu'il n'y avait pas de parade de pilote, il n'y avait pas la pesée dans le centre-ville, etc. Je pense que malgré tout, ça a permis d'économiser un peu d'énergie, parce que 15 jours, c'est quand même long, mais que du bonheur. On a pris un pied d'enfer. Pouvoir évoluer à un tel niveau, ça reste quand même une manche du championnat du monde d'endurance. Et la terminer, c'est encore mieux. Donc, Bien sûr.
ça a été le maître mot, c'était de terminer la course. Et puis, voilà, de découvrir le grand circuit du Mans avec une LMP2 très aboutie, adaptée à notre handicap. C'est juste positif, c'est véritablement une bouffée d'espoir pour des personnes qui sont dans la même situation que Bien moi, sûr. qui n'ont pas spécialement la chance de vivre ce que nous vivons. Et en tout cas, j'invite d'autres personnes en situation de handicap de passer le cap, parce que forcément, moi, en ayant commencé à l'âge de 27 ans, je connaissais personne dans le milieu et ça a été de rencontre en rencontre. Et On ça peut m'a d'ailleurs permis revenir, d'arriver. Nigel, sur l'opération qui vous a permis d'être aux 24 heures du Mans, parce qu'on ne se dit pas un matin, je vais finalement faire le Mans cette année, non, ça marche plus comme ça LMP2. maintenant. C'est tout un programme, c'est toute une filière en fait qui avait été mise en place pour vous permettre de gravir petit à petit les échelons. Vous devez ça à qui? Alors, on doit ça à l'écurie SRT41, dont je dirais la genèse revient à Frédéric Sausset, qui a participé au Mans en 2016, qui est quadri-amputé. Et voilà, en 2017, il s'est dit je vais lancer une écurie pour des personnes en situation de handicap pour les emmener aux 24 heures du Mans. Et il nous l'avait promis, ça a été chose faite. Donc on a dû se rendre au Mans pour des sélections. On a été donc repris par des pilotes de renom, à savoir Jean-Bernard Bouvet et Christophe Tinceau. Vous étiez beaucoup à vous présenter. C'était par séquence de 4-5 pilotes à chaque fois. D'accord. Donc précisément, ça doit Une être entre trentaine. 10 et 15 pilotes qui ont dû être testés. On y croyait vraiment à ce moment-là, quand on vous apprend que vous faites partie du groupe final, c'est Alors, quoi? Il faut savoir que avant les sélections, j'avais fait que 3 courses en BGDC avec une Clio Cup, donc ça ne représentait rien. Personne ne le savait. Personne ne le savait, mais en tout cas, moi j'y allais sans conviction. Je m'étais dit, voilà, J'y vais. j'y vais, je m'inscris, on tente, qui ne tente rien à rien. Bien sûr. J'aurais passé un bon moment, j'aurais passé un week-end au Mans. Et voilà, c'était purement et simplement, pas en mode touriste, on s'entend bien, mais voilà, j'allais rouler dans une voiture que je n'avais pas spécialement l'habitude de rouler. C'était un bon moment passé avec des coachs et des pilotes professionnels de renom du milieu du sport automobile français. Donc pour moi, c'était que du positif. Et puis, mois de janvier 2018, j'apprends que je fais partie des 3 pilotes repris pour l'aventure des 24 heures du Mans. On a commencé bien entendu par du LMP3, 2 saisons en LMP3, puis des premiers tests en LMP2. Donc là, le changement était tout à fait radical. Et puis, le Covid est arrivé. Et Frédéric Sausset a pris la meilleure décision qui puisse être de postposer le programme à 2021, parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué et on n'avait pas de boule de cristal. Donc la meilleure décision était de postposer le projet à 2021, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise, surtout vu notre mobilité. Donc il fallait vraiment que toutes les planètes soient alignées pour lancer le programme dans son intégralité, quoi. Un équipage de 3 pilotes ou 4 pilotes, je me souviens plus. C'était 3 pilotes. 3 pilotes, Ouais. dont un valide. Oui. Voilà, et vous deux. Oui. Et comment ça se passe lors des changements de pilote, des relais? Ça ne doit pas être évident. Alors, de prime abord, il y avait évidemment la sécurité qui primait, puisque il faut savoir que la pit lane au Mans est relativement étroite. On ne pouvait pas effectuer les changements de pilote dans la pit lane, donc il était obligatoire de rentrer la voiture dans les box. Et donc rien que sur ce poste-là, on perdait un temps de fou. Un ravitaillement en général, c'était un peu moins d'1 minute. Nous, on prenait plus de 3 minutes pour faire un changement de pilote, avec ravitaillement compris. Donc on savait très bien qu'au final, ça allait nous handicaper, voilà. Et donc il fallait faire avec. Donc impérativement avoir la voiture dans les box pour faire effectuer les changements de pilote. Et puis en piste, on faisait Combien d'heures au volant sur les 24 presque heures 8 heures. Presque 8 oui, heures, donc puisque bien, un tiers de la course. Et quand on connaît le niveau de compétitivité des 24 heures du Mans, surtout maintenant, c'est une guerre mondiale de 24 heures, c'est à fond depuis le début. À la fin, jusqu'à la fin, on passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe dans le rétro derrière, parce que j'imagine que ça doit venir de partout. Mais ça arrive de partout, mais c'est surtout, il faut faire attention aux GT, qui n'ont pas spécialement les mêmes réflexes que nous pouvons avoir avec un proto. Donc, on est sur le qui-vive à chaque instant, que ce soit tôt dans la nuit ou tôt au matin. Il faut être concentré à chaque moment, à chaque seconde. C'est hyper important d'être très focus sur ce qu'on fait.
Et puis les éléments extérieurs qui peuvent aussi arriver à tout moment, une personne qui rate son freinage ou que sais-je, donc il faut toujours anticiper parce que voilà, ça reste une course de 24 heures et malgré tout c'est un sprint, mais il faut quand même jongler avec les différents éléments qui peuvent survenir en piste, quoi. Donc forcément on est sur le qui-vive pour tout. Bien sûr. Alors Nigel, tu sais, il y a la question qu'on ne pose pas, qu'on n'ose pas poser. Tu sais ce que je pense de toi, on se connaît bien, j'ai une profonde admiration pour toi. Question que je t'ai jamais posée et qui peuvent intéresser nos téléspectateurs. Dans les normes internationales, il y a un temps minimum pour pouvoir sortir d'une voiture en cas de crash. Voilà, je ne t'ai pas posé la question parce que comment vous faites et quel est le temps? Est-ce que vous avez du RAB? Est-ce qu'on dit oui, ils sont moins valides, ils peuvent sortir plus lentement? Voilà, comment ça se passe? On est régi aux mêmes règles qu'un pilote valide. Doute. Donc la FIA nous impose de pouvoir sortir du véhicule, en tout cas pour un LMP2, c'était moins de 11 secondes. Et voilà, je crois que j'ai dû faire 10 secondes 1 pour s'extraire, sangler, enlever le volant et se retrouver soit par terre ou dans ma chaise. Oui. Donc un peu moins à l'approche des 10 secondes. Donc ça, tous les pilotes doivent pouvoir le Quand tu réaliser, dis dans quoi. ta chaise, tu n'as pas ta chaise dans la voiture quand même. Non, mais pour faire petit le siège. test, Ouais, pour faire le test d'extraction, Ah oui, d'accord. pour éviter de se retrouver Bien sûr. le cul sur le tarmac. Parfois il fait froid. En tout cas, bravo, respect, j'ai dit. Donc, Respect. On revient sur votre actu et sur ce passage en GT dans quelques instants. Christian Jupsin, outre vos casquettes d'organisateur et de promoteur, un petit team également, DG Sport Compétition. Et quand on dit un petit team, pas tout à fait, c'est inversement proportionnel au nombre de voitures que vous allez engager cette année. Ça aussi, c'est une bataille, Christian. Rien n'est simple. Gérer une équipe de haut niveau, c'est pas simple non plus. À vrai dire, cette bataille, elle est principalement menée par mon associé, par Alain, qui fait un travail exceptionnel avec une passion débordante. Il se bat nuit et jour pour son équipe. Je peux dire son équipe parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Et c'est vrai que cette année, ça se présente plutôt bien. On était super bien partis au Monte-Carlo. Et puis franchement, on était en pleine gestion. On était sûr de notre coup. On était vraiment là au top. On était en tête le vendredi soir en WRC2. Et puis ces ouvreurs qui se garent en fin de spécial, la dernière spéciale du jour, et on se prend 30 minutes de pénalité. Donc la catastrophe, tout foutu pour une erreur stupide, d'aller se garer là où il ne faut pas. Et ça, c'est vraiment difficile à digérer, parce que là, on démarrait la saison directement très fort. Pénalité qui afflue sur le moral, on imagine, de Stéphane Lefebvre, qui repart le samedi en n'étant plus tout à fait à 100% dans son sujet, peut-être énervé. Oui, il était vraiment énervé, c'est-à-dire qu'on lui a annoncé qu'on allait arrêter puisque la pénalité était confirmée. Il a fait la spéciale, puisqu'il était au partiel, il était 16 secondes en avance au moment où il sort. Ouais. Donc il sort un peu large, il arrache une roue, raid dramatique. Ouais. C'est dommage parce qu'on retient ça. Mais en réalité, la perfo, elle était vraiment là, on était vraiment sûr de notre coup. Et bon, voilà. Comment on arrive dans son équipe belge, parce qu'on reste belgo-belge, à avoir un pilote comme lui? Vous avez été le rechercher, il est venu vous voir? Ça fait des années qu'Alain a sympathisé avec Stéphane, du temps de Gino Bux, RACB National Team, la Peugeot. Donc, déjà à ce moment-là, et Alain lui a toujours dit: un jour tu rouleras pour moi. Et il est arrivé, il a eu une période assez difficile après cette période Citroën WRC. Hein. Et voilà, donc ils se sont revus, je pense, c'était à Ypres. Et Alain m'a dit, il a l'air complètement changé, il est tout calme. Avant, il était assez énervé, le garçon. Et ils en ont discuté. Et puis le projet Condro est venu sur la table. Et puis voilà, c'était. Il bénéficie d'un statut de pilote, aidé officiellement par Citroën. Oui, non, Stellantis. Ça se passe comment? Maintenant, il est soutenu par Citroën Racing. Hein, donc il y a Rossel d'un côté et il y a Lefebvre de l'autre, pas avec les mêmes soutiens, mais il était aidé et soutenu financièrement par
par Citroën. Donc c'est ce qui permet qu'on puisse monter un programme sympa. Au niveau technique, Citroën n'intervient plus du tout. C'est surtout au niveau financier. C'est complètement changé maintenant Oui, parce bien qu'on achète des voitures et des voitures clients. des voitures clients qu'on essaye d'affûter au mieux. Et c'est vrai que c'est là que c'est difficile de faire la différence. Bien sûr. Et bon, ça fait D'où les écarts très faibles entre pilotes. Et c'est vrai que cette année, on a vraiment trouvé ce qu'il fallait sur cette Citroën. Enfin, ça fait déjà quelques années qu'on y travaille sur cette C3. Et ici, ils ont vraiment trouvé ce qu'il fallait pour la mettre vraiment bien. Donc, et on a vu que ça peut évoluer en très peu de temps, en fait. Milieu de saison dernière, on peut le dire, DG Sport Compétition est pas au creux de la vague, mais ça fonctionne pas trop. Chris Prinsen a eu des commentaires probablement un peu maladroits par rapport à cette voiture. Et puis, il y a l'épisode Condro-Spa, Monte Carlo, et là maintenant c'est l'explosion. En gros, tout le monde veut rouler avec une C3 Rallye 2 de chez DG Sport Compétition. Mais la perfo de l'auto, nous on savait longtemps qu'elle était perfo. On le savait depuis un moment qu'elle était perfo. Après, quand on monte des programmes, il y a l'aspect financier et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc c'est vrai que l'épisode avec Chris s'est terminé un petit peu en tête à queue, du moins ne s'est pas bien terminé. Donc on a rebondi directement avec la victoire au Condro et la victoire à Spa. Et évidemment, là, ça a fait énormément de bien. Puis quand on met les pilotes dans l'auto, maintenant, parce qu'ils demandent pour essayer l'auto, ils la trouvent géniale. Et voilà, c'est parti. Et on se retrouve avec, à la limite, trop de travail aujourd'hui qu'on n'en avait pas assez l'année passée. Donc, oui, bien sûr. Et on peut remarquer le niveau de compétitivité, on va revenir sur le BRC ici. Quand Stéphane Lefebvre arrive au Condro, quand Johan Rossel arrive au Spa Rally, ils doivent vachement se cracher dans les mains pour prendre le meilleur sur les Belges, parce que c'est pas simple. C'est pas parce qu'ils ont leur carte de visite mondiale que... À Spa, Rossel, on ne le voyait pas devant, parce que la connaissance du terrain, et puis on connaît le niveau d'un Munster, d'un Mévius ou d'un Fernémont. On connaît le niveau, on sait que ça va vite, ils ont la connaissance du terrain, donc c'était pas à jouer d'avance. Condro avec Lefebvre, c'était différent, il avait déjà gagné 2 fois, donc là il est presque dans son jardin. Il est presque dans son jardin, donc là on était plus dans la connaissance, dans la maîtrise. Mais Rossel à Spa, on se dit, ça va être plus compliqué. Et en réalité, il a fait un job de pilote de niveau mondial qui passe 2 fois. Qui ne lâche rien et qui ne connaît pas de gros directement, il est là et il ne fait pas une floche, il roule relax et ça se passe super bien. Pour nos petits jeunes rallymen belges, c'est une chance extraordinaire d'avoir des étalons comme ça, non? Ah ben évidemment, j'espère qu'ils le prennent ainsi, que c'est bien d'avoir des locomotives où ils peuvent s'étalonner par rapport à des pilotes de niveau mondial. Donc, je pense que le championnat qui s'annonce ici va être assez intéressant à ce niveau-là, parce que le niveau en Belgique, et c'est pour ça que Citroën nous donne un coup de main, ils savent que le championnat de Belgique est un championnat gagné, parce que c'est vraiment un championnat où la compétition client est d'un niveau très élevé. Et puis, pas en France, par exemple. Le championnat de Belgique est plus disputé qu'un championnat de France. Effectivement. Et puis il y a un dossier qui me tient particulièrement à cœur, Jean-Paul. Jos Verstappen, Jos de Boss, le papa de Max. Ce qu'il a dit sur la Belgique, on savait que c'était un bad boy. On sait que la famille Kumpen ne font pas de choses dans l'élégance, mais je trouve qu'il nous a quand même attaqué certains journalistes. Enfin, il y en a un qui l'a attaqué, on sait qui. Bon, ok. En attendant, il va quand même disputer les 2 premières manches de ce BRC 2022 au sein de la structure des G-Sport Compétition. C'est un programme qui est né comment, ça, Christian? C'est vous qui avez vent de l'intérêt de Jos de Boss pour le rallye, ou c'est lui qui, quelque part, se dit, bon, maintenant, il est temps de taper une vitesse et de faire de la compétition? Comment est-ce que ça s'est fait? Ils sont 3 Hollandais, 3 copains. Ils nous ont acheté 3 voitures pour s'amuser. Donc, ils organisent des bases d'essai et ils vont jouer pendant une journée. Donc, après, ils nous ont demandé, est-ce que vous savez nous mettre un mécano, 2 mécanos, et puis un ingénieur, peut-être pour un peu analyser des datas. Et puis, ils se sont pris au jeu. Et déjà avant le Condro, Jos nous avait dit, moi l'année prochaine, je fais du BRC. Spa, c'est peut-être un peu short. Et puis il y avait son fils. Depuis 1 an, ça fait déjà un moment qu'on est en relation avec eux. Il m'a dit, priorité, titre de mon fils. Tant que mon fils n'a pas eu un titre, je ne m'occupe pas de moi, je m'occupe de lui. Donc, tant qu'il n'est pas champion du monde. Je crois que dans le paddock, tout le monde est ravi qu'il s'occupe de lui maintenant. Hein. Chez Red Bull, c'est ce qu'on a pu entendre. Donc, il a dit maintenant, voilà, programme l'année prochaine. Voilà, je m'occupe de moi. On va faire un vrai programme et on va faire du championnat de Belgique, du championnat du monde.
Donc là, il y va, quoi. Après, on va voir ce que ça va donner, parce qu'on a eu plusieurs réunions. À vrai dire, c'est assez plaisant, parce que le gars, il est charmant. Il fait vraiment ça par passion, parce que entre vous et moi, il faut quand même être couillu, hein, quand on a la carrière qu'il a eue, de repartir à zéro. Parce qu'il a plus 20 ans. Hein. Il n'a plus 20 ans, il en a presque 50. Il a tout à perdre, parce que premier virage, s'il fait la tête à queue, on va rire de lui. Claire. Mais il n'a rien à foutre, il a envie de vivre le rallye. Donc nous, on sait, parce qu'on a été assez impressionnés aussi, il a un ressenti mécanique assez bluffant. Notre ingénieur nous disait, deuxième séance, il nous a dit des trucs sur notre auto que beaucoup de nos pilotes n'avaient jamais vu. Et nous, on connaissait ce point-là, un point faible. Lui, il l'a détecté. Hein. Donc, il a cette réputation aussi de bon metteur au point. Donc, c'est assez intéressant pour nous, franchement. C'est assez intéressant de travailler avec un gars comme lui. Après, quand on en discute, on lui dit, on dit que c'est peut-être plus facile de freiner un étalon que de faire avancer une bourrique. Mais je pense qu'on aura plus de problèmes parce qu'il ira trop vite que parce qu'il ira trop doucement. Et chez Citroën, nous l'ont expliqué aussi. Il y a eu d'autres pilotes de Formule 1 qui sont venus au rallye. Ils ont généralement été très vite, mais pas toujours très longtemps. Donc, on espère qu'il va pouvoir être dans la maîtrise et qu'il va pouvoir surtout prendre du plaisir, parce que c'est le point numéro 1, c'est de prendre du plaisir, et pour lui et pour nous, hein, parce que c'est assez marrant. Oui, bien sûr, forcément. Merci Christian, bon vent avec lui. On vous a dit qu'éventuellement Max pourrait venir voir son papa de C4 en versé, ou quoi, c'est prévu? Il est déjà venu, hein, donc... D'accord, mais pas de manière officielle. Non, mais pas de manière officielle. Voilà. Il est déjà venu sur une séance. Sur une séance, ok. Faire plaisir à papa, voir papa. Et le mec, c'est un jeune gars, super sympa, très simple. C'est ce que moi, j'y étais pas là, mais c'est ce que notre ingénieur et nos mécanos nous ont dit. Le mec, un mec comme tous les autres, il est venu nous saluer, il a posé des questions, et vraiment un gars tout à fait normal. Donc c'était aussi une belle expérience pour l'équipe. En termes d'image, c'est pas mal pour le team, c'est plutôt sympa. C'est sûr que c'est plutôt sympa. Belle motivation pour l'équipe. Dans le monde entier, on en a parlé. Parce que c'est vrai on en avait discuté de la communication. Je lui avais dit, moi, fin décembre, je lui ai dit, tu dois communiquer, parce que si tu ne communiques pas, tu ne vas pas faire passer ton message, et alors c'est la presse qui va s'en emparer et qui va raconter tout à n'importe quoi et qui vont te mettre la pression. Et puis c'était nous qui devions envoyer la communication, et le matin du jour où on devait communiquer, il a dit on change, c'est le responsable de la com de Max qui va s'en occuper. Et honnêtement, pas mal. Boum. Franchement, quand on voit le return d'une communication comme ça, pour le championnat, c'est énorme. Max, pour un gamin de 22 ans, son image, elle est verrouillée. Hein. Verrouillée, c'est extraordinaire. C'est le plus haut niveau, forcément. Merci Christian. Nigel Bailly, actualité, on le disait, ce passage Proto GT. Alors après une expérience aux 24 heures du Mans, on sait que le championnat du monde d'endurance va vivre de grandes et belles heures à partir de 2023, avec l'arrivée de cette catégorie LMDH et tous ses constructeurs. Là, vous décidez finalement de changer de cap et de partir vers le GT de Stéphane Rattel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'avais toujours eu l'envie de faire du GT3. C'est une catégorie qui me plaisait depuis pas mal d'années. Hein. J'ai suivi les 24 heures de Spa à travers mon écran de télé en tant que spectateur à de nombreuses reprises. Et pour moi, c'était légitime de pouvoir faire du GT3. Après avoir fait du proto, je voulais découvrir une autre catégorie. Et voilà, les choses se sont goupillées. Le team CMR a bien voulu m'intégrer au team, et c'est positif pour moi parce que c'est dans la continuité de ce que j'avais envie de faire, de l'endurance, et qui plus est, les 24 heures de Spa. Belle opportunité, beau team, belle marque, j'aime bien. C'est le team dans lequel Ulysse De Pau roulait l'année dernière, donc c'est la voiture, il doit en avoir deux, mais c'est une des deux. Tu l'as déjà essayé, tu l'as prise en main? Non, pas encore. J'ai eu l'occasion de l'essayer, mais c'est prévu normalement fin février, début mars, ce sera fait. Mais je pense que tu vas t'amuser. Voiture très confortable à piloter, très rapide, très homogène. On imagine de nouveau que ça demande de l'adaptation. Hein. Ulysse De Pau et Stéphane Emmeré l'année dernière utilisaient des commandes traditionnelles. Comment on fait pour adapter une voiture de course comme la Continental GT3, comme l'Oreca que vous avez utilisé en LMP2, pour faire en sorte qu'elle soit pilotable
par une personne à mobilité réduite, mais également par un équipier qui va monter dedans et qui a l'usage de ses jambes. C'est un système hybride, donc c'est un peu ce que nous avions dans le LMP2. Ce sera donc un accélérateur derrière le volant avec un frein déporté sur la droite, un frein mécanique donc qui va actionner la pédale de frein lorsque l'on va actionner la poignée. Ensuite, les passages de rapport sont les mêmes que pour un pilote valide. Normal. Ensuite, forcément, il va falloir que le système d'adaptation pour ma situation personnelle n'entrave pas le pilotage des pilotes valides. Le frein manuel ne sera utilisé que par toi? Oui. D'accord. Donc, Uniquement par moi. Et en uniquement termes par de toi. puissance de freinage, d'agressivité de freinage, on a le même rendu que ceux qui utilisent la pédale de frein. Normalement, oui, parce qu'on a une course Ok. relativement longue, donc ça va fortement aider le processus de freinage. On sait que sur le LMP2, il y avait un gap quand même de 15 voire 18 bars de différence avec le pilote valide, quoi. Tout à fait. Avec la pression sur une pédale traditionnelle. Voilà, c'est ça. Donc, Bentley Boy. Oui, cette année. Bentley Ça, Boy. c'est pas mal, ça, quand même. Ouais, Avec ouais, les 24 heures de Spa dans le programme, puisque c'est le programme GT World Challenge Europe Endurance Cup. Donc, ça. 24 heures de Spa. Voilà, c'est aussi un autre rêve après les 24 heures du Mans. ah bah, totalement. C'est véritablement la consécration d'un second rêve, parce que je pense que j'aurais pas pu faire les 24 heures de Spa si j'avais pas, pas participé au Mans, parce que voilà, forcément, j'ai tendance à dire qu'il est plus compliqué pour moi de faire des courses comme 24 heures de Spa, 24 heures de Daytona ou 24 heures de Dubaï que d'avoir fait les 24 heures du Mans. Parce qu'on avait quand même un chef de file. La filière aussi. Voilà, Ouais, un chef bien de sûr, file qui nous a véritablement aidé pour en arriver là. Donc, Et l'ACO était partenaire également Tout à et a fait. donné un coup de main extraordinaire. Un On imagine gros coup de quand main. on leur dit, au fait, on va faire rouler une LMP2 avec des personnes à mobilité réduite, dans le contexte actuel. on a quand même dû montrer patte blanche parce que Bien quand sûr. on sait très bien qu'il y a Toyota, Glickenhaus, les LMP1, enfin l'ancienne LMP1 qui est devenue Alpine, hypercar ouais. de chez Alpine, plus tout le gratin du LMP2 avec des teams officiels, énorme, avec WRT, teams officiels effectivement. comme on pourrait penser WRT, etc. Waouh, ils ont quand même sacrément, ils les avaient bien accrochés pour nous dire allez-y, ok, on vous donne Et tout s'est bien passé. Et tout s'est super bien passé. En tout cas, Eduardo Freitas, à la fin de la course, lorsque je l'ai croisé à l'hôtel, il m'a dit en tout cas, les gars, chapeau, j'ai pas eu une seule remarque négative à votre égard parce que vous avez fait les choses correctement, pas une seule erreur. Donc, Pas une griffe. Pas une griffe, la voiture a été intacte du début jusqu'à la fin. Et je pense que le contrat était amplement rempli. Tant pour la technique que les pilotes et pour la réussite du projet, donc c'était vraiment chouette. La filière existe encore ou elle est... On ne sait pas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'information à ce jour en tous les De cas. toute façon, J'espère en tout cas que Frédéric Sausset pourra continuer sur cette sûr. voie-là et attirer d'autres personnes dans la même situation que nous à faire du sport automobile et à continuer à allumer d'autres brèches. Donc pour moi, c'était tout le mal que je lui souhaite. Dernière question, Nigel. Stéphane Lemray, Mathieu de Robiano pour équipier. Ça fait un équipage d'abord sympa parce qu'il est 100% belge, même si Stéphane est belgo-français ou franco-belge, forcément. C'est bien ça. Vous allez concourir dans quelle catégorie? Vous êtes AM, vous êtes Pro-Am à ce moment-là? Vous êtes quoi? Alors, idéalement, on aurait aimé être Pro-Am, mais voilà, je suis redescendu bronze cette année, donc c'est une superbe opportunité de rouler en catégorie AM. AM, ouais. Donc, Et là, du coup, les perspectives de résultats, elles existent. Ouais. on verra en temps voulu, mais C'est possible, oui. Enfin, c'est possible. Après, on pourrait s'étonner d'être devant des équipages Pro-Am, donc why not? On verra. Ouais, ça Donc, arrive chaque fois, effectivement. Après, voilà, c'est aussi avant tout une aventure humaine, sportive, prendre du plaisir et voilà, partager une belle cause, partager un volant avec deux personnes sympathiques, voire 3 personnes sympathiques, puisque évidemment pour les 24 heures de Spa, on sera 4. Il y aura un rajout. Ouais. Et ce serait chouette de faire un équipage 100% belge aux 24 heures de Spa. Donc ça, ce serait vraiment. vous avez ce serait vraiment déjà chouette. une idée du quatrième? Non, pas encore. Mais en tout pas cas, le dire. c'est pas de mon ressort. C'est bien Ce n'est essayé. pas de mon Ah, mais ressort. je suis pas journaliste, hein, donc Ah, bien sûr. Posez la question. sais jamais, Naïvement, donc, tu on ne vois, sait jamais. Toi, tu On sait poses la jamais. question, c'est même pas la peine. Moi, Par contre, Qui a fait du Stéphane Lemray m'avait dit beaucoup de bien de ce team français CMR, où en dehors de l'aspect sportif, et on sait qu'ils sont assez pointus et tout, il y a une bonne joie de vivre et une bonne ambiance dans cette équipe apparemment. Il paraît qu'en course, c'est assez jovial. J'ai eu l'occasion de les rencontrer au mois de décembre, donc j'ai fait le déplacement avec Stéphane pour qu'on puisse justement découvrir un petit peu l'atelier, la voiture, commencer les premiers jets en ce qui concerne l'adaptation.
Et c'est vrai que voilà, c'est familial, on sait très bien que ça va être une bonne saison, que la voiture est performante. Et voilà, après, il y a show must go on, comme on dit, hein, il faudra y aller et prendre son pied, prendre beaucoup de plaisir derrière le volant. On vous souhaite le meilleur, Nigel, après l'aventure du Mans, et bien suite de l'aventure maintenant en GT, dans ce fameux GT World Challenge Europe, qui est la plus belle chose qui existe au niveau GT, qui est un championnat d'extrême importance. Si on peut tirer un énorme coup de chapeau à Stéphane Rattel d'avoir amené le grand tourisme là où il est maintenant, c'est-à-dire totalement au sommet. Merci Nigel, on vous récupère par exemple en fin d'année pour dresser le bilan de tout cela avec plaisir. Christian, on vous garde parce qu'on va passer à la rubrique suivante et on va transférer Nigel Bailly pour accueillir Martin Businaro, bien évidemment. Nous recevons, chers amis, Martin Businaro, le coup de fraîcheur de cette émission. Alors Martin, tu as remis ta belle chemise, bravo. On est pro, on ne l'est pas. Hein. Oui, Jackie serait jaloux. Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Quel angle d'attaque tu vas prendre? Dis-moi, dis-nous. Il y a quelques semaines, la FIA s'est trouvée un nouveau président, Mohamed Ben Sulayem. Et admettons Mohamed, tu vois. qu'il venait l'envie au RACB de se trouver également un nouveau président et qu'un chasseur de tête était désigné. Et là, je me tourne vers Christian Jupsin, qui est un homme d'idées et de projets. Christian, si d'aventure la rue d'Arlon vous appelle pour vous proposer la présidence du RACB, est-ce que ça vous intéresserait? Et est-ce que vous avez déjà pensé, si j'étais président, je ferais ça, ça, ça et ça en place? Si j'étais président. On connaît la chanson, évidemment. Hein. Mais franchement, je n'y ai jamais réfléchi. Vous me posez une colle et je vous réponds d'ici 6 mois parce qu'il va vraiment falloir que j'y réfléchisse. Christian, on ne se connaît pas bien, mais avec le parcours que vous avez, avec tout ce que vous faites, ça ne se refuse pas un job comme ça. C'est sûr, mais bon, on est loin du compte. Et quand on voit généralement les présidents, les présidents de la fédération, ce sont des gens qui ont généralement eu une carrière entrepreneuriale importante dans des postes très, très élevés, ce qui n'est honnêtement qui n'est pas du tout mon cas. Donc, je ne crois pas vraiment que la rue d'Arlon m'appellera. Donc ça, la réponse, elle sera toute trouvée. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau non plus. Oui, en plus, je ne suis pas certain que ce soit un cadeau. Débat. Mais la question est impertinente. Pertinente, c'est bien. Et si on devait faire évoluer des choses en sport automobile, Christian, RACB ou pas RACB comme casquette, si on devait faire évoluer ce sport automobile, on fait quoi? Est-ce qu'il y a des vous trouvez que le sport automobile en Belgique se porte mal? Moi, je ne trouve pas spécialement. Eh bien, je veux dire, il se porte à 2 vitesses, en fait. On a le rallye d'un côté, et puis on a un circuit où c'est moins évident. Hein, quand on voit des championnats comme le Belcar, le BGDC, etc., c'est moins évident, c'est plus confidentiel. Il n'y a pas l'aura du rallye, très clairement, de notre championnat de Belgique des rallyes. Et voilà. Mais c'est pas simple parce que le sport automobile reste cher, vous l'avez confirmé tout à l'heure, pas évident de monter des programmes. Et rendre cela accessible, pas simple. Hein. Alors, on reste quand même dans un petit pays, il faut appeler un chat un chat. Je vois des championnats en France, tous les championnats en France ne fonctionnent pas non plus. C'est vrai qu'ils ont des championnats qui fonctionnent très bien, mais évidemment, il y a une grande population en France également, donc ça change radicalement la donne. Mais quand parfois je regarde ce qui se passe dans différentes séries, dans différents pays, les grilles de départ ne sont pas toujours très, très fournies. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un TCR Europe ou qu'un WTCR a vraiment facile de remplir ses grilles. Donc tous ces championnats coûtent très cher. Organiser sur un circuit coûte très cher. Quand je vois bien souvent les droits d'engagement qu'on est obligé de demander aux participants pour une épreuve sur circuit, quand j'entends les rallymen qui rouspètent, il ferait bien des fois de regarder un peu ce qui se passe sur circuit. Ça coûte vraiment très cher. Et bon, mais c'était la question de mon camarade. Hein, que faut-il faire, à mon avis, pour que ça coûte moins cher, pour qu'on ait... Voilà. Parce que quand on voit les 24 heures de Francorchamps, quand il y a 15 Belges, moi je fais presque une soirée à Bruxelles en me disant youpi, alors qu'à l'époque... on était chez nous. Alors bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que d'après vous, il y aurait quelque chose à faire, non pas pour démocratiser, parce que ça, on ne va pas y arriver, non pas pour aller chercher des sponsors nationaux, parce que qu'est-ce qu'il y a encore comme boîte nationale qui serait pro-voiture, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'animer? Mais il y a certaines séries plus démocratiques, quoique ça coûte encore quand même de l'argent, le sport mécanique coûte de l'argent. Je prends la Fun Cup.
c'est un magnifique succès, la Fun Cup. Alors, on dit toujours que la Oui. Fun Cup, finalement, ça a tué un peu le sport mécanique parce que les sponsors, au lieu de payer pour voir le autocollant sur une voiture, maintenant, ils sont derrière le volant. Donc, c'est ce qui se dit, mais c'est un magnifique succès, cette Fun Cup. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un engouement terrible pour le sport mécanique. Par contre, c'est vrai que des séries un peu plus coûteuses, directement, c'est compliqué. On voit bien qu'ils sont tous un peu à tirer la langue pour mettre en place leur meeting. Et puis, il y a quand même de grands succès. Quand on voit ce que Rattel fait avec ses séries, c'est waouh, c'est grandiose. Alors, c'est vrai que si on vient à du purement national, du purement on va dire, provincial, c'est beaucoup plus compliqué parce que le circuit coûte le même prix pour faire une course provinciale que pour faire une course d'un autre niveau. Ce coût des circuits, nous on en discute tellement souvent parce que ce n'est pas toujours le coût de la piste en elle-même, mais c'est tous les services annexes. C'est ça qui coûte une bombe. Donc il faudrait pouvoir maîtriser ces costes, mais c'est vraiment très, très, très difficile. Et tant qu'on vous a sous la main et qu'on parle circuit, le retour de la moto à Francorchamps. Alors il y a le retour d'un championnat du monde. Je vous parle de ça parce que vous êtes appliqué depuis toujours en moto avec DG Sport. Et Florian et Caroline ont bien pris le relais à ce niveau-là également. Retour du championnat du monde, perspective MotoGP, certains y croient, d'autres pas, soit. Et surtout un circuit qui évolue parce qu'il y a ce retour de la moto. Les deux sont matchables selon vous? Comment moto vous... et auto. Ouais, auto moi, et moto. Moi je pense que c'est matchable parce que d'autres circuits le font. Je me rappelle toujours d'une discussion avec le ministre Marcourt il y a 15 ans lors des Bikers Classics et qui me dit mais la moto à Francorchamps, jamais, ça ne reviendra jamais. Et je dis monsieur Marcourt, pourquoi? Ah ben parce que les circuits doivent faire des choix. Mais non, c'est ce qu'on vous raconte. Parce qu'il y avait un lobbying du monde de l'automobile qui n'était pas spécialement intéressé de voir arriver et de partager son circuit national avec la moto. Et je lui dis, monsieur Marcourt, ce qui se passe, c'est pas très compliqué. C'est comme si vous construisez un omnisport et que vous demandez au club de basket s'il faut mettre un bloc de 20 en plus pour que le volley puisse jouer. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire le club de basket? Bon, non, il ne faut pas le mettre, comme ça on aura plus de temps pour Dites pas basket, vous, ici? pour jouer. Je ne prononce pas. On prend des circuits comme Barcelone, ils font le MotoGP, ils font la Formule 1. Il y a beaucoup de circuits qui font, les nouveaux circuits qui plus est, font les deux. Donc je pense que ça peut matcher. Un circuit naturel comme Spa, il est fait évident que c'est plus compliqué, mais ça peut le faire, ça peut fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, les travaux sont dantesques, ça va être très très bien dans quelques années, mais c'est un paquet d'argent qui est mis au service de la moto. Et s'il n'y a que l'endurance... Autrement dit, vous y croyez au MotoGP, vous, Christian? Alors, la route sera encore longue. Y croire, oui, ça peut le faire. Qui aurait dit il y a 5 ans qu'on aurait eu les vainqueurs sur moto? Donc, il faudra peut-être une deuxième Nathalie Maillet pour bouger les lignes et pour aller encore plus loin. Je pense que, par exemple, le Superbike, qui est la division 2 du MotoGP, c'est pas très loin de pouvoir l'obtenir, parce que bon, l'homologation en grade C, comme on a pour l'instant, alors que le Superbike demande le grade B, c'est pas très loin. Et quand on a B, on peut avoir A plus facilement? Mais le problème, c'est que les pilotes de Superbike n'ont pas la même puissance par rapport aux promoteurs que les pilotes de MotoGP peuvent avoir, parce qu'eux peuvent très bien dire « Ah non, hors de question de rouler sur un circuit comme celui-là, il est trop dangereux, on ne veut pas rouler. » Et les promoteurs... Vous pensez que les pilotes de Grand Prix moto auraient ce sentiment de dire « Francorchamps est trop rapide » En l'état, aujourd'hui, vous faites rouler une MotoGP à Francorchamps, ils vont vous dire de suite on arrête. Il n'y a pas assez de dégagement, parce qu'eux, ce qu'ils ont besoin, les motards, c'est les mettre de... Encore maintenant, avec les travaux qui viennent d'être faits? Mais prenons au-dessus du Rédillon. Oui, bien sûr. Oui. Il n'y a pas non plus encore... quand vous voyez que nos clients qui viennent faire des track days arrivent au freinage au combe à presque 300 km/h, il ne faut pas demander une MotoGP, ça va arriver à 350, 360 km/h. C'est une autre dimension. Humainement parlant, ça devient compliqué. Il faut les arrêter. Blanchimont avec une MotoGP. On va me dire, on fait pareil avec une Formule 1. Mais Blanchimont MotoGP... Donc on n'a pas encore nos Grands Prix moto.
Non, ben voilà. On Non, mais continue de sonder. c'est On step verra. by step. On est sur sûr. la, Bien sûr. on est sur la bonne voie. Non, de toute façon. L'objectif, il est celui-là. Hein. L'objectif Oui. de ces investissements, c'est d'un jour avoir la possibilité d'avoir le MotoGP. Et on rappelle que le passage du grade C au grade B et potentiellement au grade A sont budgétés. Oui, Ils oui, font oui, en partie de plus. cette fameuse enveloppe des 80 millions qui avait été... Il en reste 30. Hein. ouais, il en reste une trentaine, effectivement, pour tout ça. Donc c'est pas mal. Merci, Christian Jupsin. Merci à vous. Merci, Martin Merci Buzinaro. Christian. Merci de votre Monsieur accueil. Buzinaro. Merci Jean-Paul, merci Vincent et merci Christian évidemment. Merci pour tes Et questions. on se retrouve bien vite. Allez, on retournera chez vous, Jean-Paul, parce que vous avez quand même un certain âge, on doit vous épargner, donc on fera la centaine de kilomètres. Ne soyez pas, voilà, je vous vois parce que ne soyez pas comme ça. Je n'ai pas d'âge, c'est dans la tête que ça se passe. À bientôt. C'est un petit jeune. Ce sera donc de nouveau à ce tableau. À bientôt. À la prochaine. Merci. revoir. Au revoir. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV.